Voilà, bienvenue après cette introduction dans l'atelier continuité d'activité. La séquence que nous venons de partager avec vous pose de façon un peu abrupte peut-être, mais de façon assez complète, les fondamentaux de la continuité d'activité que nous allons partager avec vous au fil des 90 minutes de la présentation. Notre objectif étant que vous ressortiez de cet atelier avec les clés de la continuité d'activité et puis une formalisation que nous vous proposerons en toute fin d'atelier en 7 règles d'or de la continuité, voilà, issues de l'expertise et de l'expérience de nos intervenants. Voilà, alors pour dérouler cet atelier, j'ai le plaisir de vous présenter ceux qui vont intervenir à mes côtés et qui sont bien entendu donc des experts de la continuité. Tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à Monsieur François Michaud, que je vais laisser se présenter. Je te demanderai juste une chose, François, c'est de nous donner 2 mots-clés qui sont liés à la continuité pour toi. Bonjour à tous, donc François Michaud. Je suis actuellement directeur du management des risques et de la sécurité à SNCF Gare et Connexion. Gare et Connexion, en fait, c'est une entité aujourd'hui. Demain, ce sera une filiale dans le groupe SNCF, donc en charge des 3000 gares de France. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, Gérard, les 2 mots que je vais vous proposer, ça va être préparation. Préparation parce que ça rime avec formation, ça rime avec anticipation. Et le deuxième, c'est objectif. Objectif au pluriel, même si les objectifs n'ont de sens que s'il y a une stratégie clairement définie. Merci François. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Vazrik Minassian, que je laisse, et alors je te laisse te présenter avec la même règle, 2 mots-clés s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Vazrik Minassian, associé de la structure Adenium. Nous sommes spécialisés dans les PCA. Alors Gérard, pour répondre à ta question, moi je pense à 2 mots qui commencent par la lettre P, moi aussi. D'abord par périmètre, car lorsque vous allez envisager un plan de continuité d'activité pour vos organisations, vous vous dites que la tâche est immense, insurmontable, parce que le périmètre, justement, vous avez un grand nombre d'activités. Alors justement, en définissant le périmètre, les activités que vous allez prioriser, les métiers que vous allez vous concentrer d'abord sur les PCA sur ce périmètre. La deuxième lettre P, c'est également, on le vit en ce moment, c'est le partage, P comme partage, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'époque où le plan de continuité d'activité était un plan secret, connu de quelques personnes. Là, aujourd'hui, pour que le plan soit opérationnel le jour J, il faut qu'il soit connu de tous, des personnels, des clients, des fournisseurs, bref, de tous. Merci Vazrik. J'ai aussi le plaisir donc d'accueillir Monsieur Cédric Lenoir. Cédric, tu as compris la règle maintenant, tu te présentes, 2 mots-clés, s'il te plaît. Merci Gérard et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cédric Lenoir, je travaille pour FM Global et je suis consultant en risque d'entreprise et j'aide essentiellement en fait, les clients de FM Global à mettre en place une continuité d'activité efficace. Donc pour les 2 mots-clés, je vais commencer par impact. Ce qui est important de comprendre avant d'élaborer un plan de continuité d'activité, c'est les impacts que les risques peuvent avoir sur votre organisation, sur votre entreprise. C'est une étude anticipative, il faut comprendre, il faut savoir prioriser et vraiment se concentrer sur les éléments clés, les activités clés de votre organisation. Donc voilà, impact. Ensuite, conséquences. Un plan de continuité d'activité n'est pas un plan de traitement des risques. Ce qu'un PCA essaie d'accomplir, c'est de gérer les conséquences des risques auxquels vous faites face. Donc, on n'essaie pas d'avoir des plans de continuité d'activité pour chaque risque que l'entreprise doit gérer. On essaie simplement de se concentrer sur les conséquences, sur l'indisponibilité des éléments critiques et d'assurer une activité à un niveau qui est acceptable et qui a été prédéfini. Merci Cédric. Et moi-même, donc Gérard Payen, alors vous avez noté encore un mot qui commence par un P, c'est un des moyens mnémotechniques. Et pour revenir sur ce que Vazrik a dit tout à l'heure, donc il a parlé de PCA, on va revenir en détail dans la présentation sur la signification d'un certain nombre d'acronymes. Donc Gérard Payen en charge du management des risques du groupe Renault, les automobiles que vous connaissez pour la plupart. Moi j'ai droit à un seul mot-clé, voilà. Donc
2 fois 3 plus 1, ça fait 7. J'ai parlé de 7 règles d'or, donc vous voyez un petit peu d'annonce dans le départ. Le mot-clé que je voudrais utiliser, c'est exécutif. L'implication de l'exécutif, donc l'implication du sommet de l'entreprise, parce que la continuité a un lien très fort avec la stratégie de l'entreprise, on y reviendra, avec la stratégie de l'entreprise et avec la performance durable de l'entreprise, en particulier au travers donc, de schémas de résilience. Et puis aussi, pour reprendre un mot qui a été évoqué hier dans la plénière, par la confiance que la continuité permet de créer dans l'écosystème autour de l'entreprise. Alors, le déroulé de l'atelier, donc on va vous proposer de passer au travers de 5 parties principales, la dernière étant un temps d'échange avec vous, donc des questions qu'on vous propose de garder plutôt pour la fin, sauf les questions de compréhension, bien sûr, pour lesquelles vous pouvez nous demander de préciser en direct afin de ne pas accumuler de frustration pendant le reste de la séance. La première partie, donc, quelle continuité? Comment on va définir sa continuité en fonction, donc, je l'ai dit, de sa stratégie, de ses objectifs, de son appétence au risque, des engagements qu'on a pris, de la promesse client par exemple, ou des obligations qui nous sont faites compte tenu du rôle particulier que notre organisation, notre entreprise peut avoir dans la société. Voilà, on passera au travers d'un certain nombre de concepts, notamment système de management de la continuité d'activité, SMCA, PCA, BIA, en essayant de les décrire, de les expliquer, de montrer l'articulation d'ensemble et la façon dont concrètement ça peut se mettre en œuvre. La seconde partie de l'exposé sera en particulier consacrée à la préparation à cette mise en œuvre, phase extrêmement importante, donc sur laquelle on fera un zoom. Comme pour la première partie, on illustrera par des exemples très concrets, et idem pour la troisième partie qui s'appelle le jour J, où là on passera au vécu, au retour d'expérience sur la crise qui se met en place, la crise qui est évidemment corrélée à la gestion de la continuité. Voilà, ça sera le troisième volet. Je crois qu'avant de démarrer, on parle de continuité. Il y a un point important, c'est la continuité de communication. Donc juste pour vous rappeler dès maintenant qu'à la sortie de l'atelier, il faut que vous vous souveniez de rallumer votre portable ou de sortir du mode avion pour assurer la continuité de votre communication avec l'extérieur. Voilà. Merci d'avance. Et puis, on va commencer tout de suite donc, par la première partie. La première partie, donc, quelle continuité? Et nous avons choisi pour l'illustrer donc, une image qui a plus d'un siècle. Vous voyez un train, donc l'Express de Limoges, qui se fraye un chemin dans la crue de 1910, la mythique crue de 1910. Voilà, donc on était déjà dans la continuité du service aux voyageurs. Alors François, donc j'ai dit ça c'est 1910, on est en 2019. Concrètement, aujourd'hui, la continuité pour SNCF en pareille circonstance, c'est quoi? L'Express de Limoges donc, se fraye un chemin. C'est effrayant la photo, parce que je doute que les conditions de sécurité soient optimales pour les voyageurs. Pour commencer mes propos, en fait, je vous propose cette carte des zones inondables donc en Île-de-France. Zones inondables liées aux crues de la Seine et de la Marne. On voit aussi sur le schéma et juste à côté donc les conséquences pour la population francilienne en nombre de logements potentiellement touchés et en nombre de personnes de fait également concernées. Cette photo, en fait, quand on la voit, elle me pose 3 questions d'entrée. La première, c'est de savoir, de préciser quel est le risque. Parce que, effectivement, Gérard, tu me laisses la parole sur l'inondation, mais les manifestations des inondations peuvent être diverses. Il peut y avoir les eaux de ruissellement, il peut y avoir les remontées des nappes phréatiques, etc. Dans ce cas précis, on est bien sur une crue, des crues lentes de rivières et de fleuves, et en Île-de-France. En Île-de-France, ça permet d'aborder la deuxième question, c'est effectivement quel est le périmètre qu'on veut étudier. Donc là, c'est une zone géographique très, très identifiée. Si moi, je raisonne SNCF, eh ben, je vais regarder quelles sont les lignes qui sont touchées, quelles sont les gares aussi qui peuvent être impactées en fonction du niveau de ces rivières et fleuves. Voilà. La troisième question, c'est, je l'ai dit, c'est
ce sont les personnes qui vont être touchées. Ils sont touchés dans leur logement, ils peuvent être touchés dans leur déplacement, et donc la SNCF contribue effectivement à les cheminer. Ces personnes, en fait, elles ont bien d'autres choix. Elles peuvent prendre, il y a des trains SNCF, il y a des trains RATP, il y a d'autres, il y a des transports routiers, etc. Et on voit aussi, et ça c'était ma troisième question, quelles sont les interfaces qu'il peut y avoir, parce que intuitivement, on se rend compte que le PCA SNCF, il ne peut pas être robuste tout seul, il faut qu'il s'intègre dans un écosystème beaucoup plus global. Alors là, quelques visuels. L'étape d'après, je dirais, c'est de savoir un peu quelles sont les conséquences. Alors les conséquences, ça peut paraître très intuitif ou très évident. Bon, je ne reviens pas sur 1910, où là, effectivement, on voit que l'accès à la gare, forcément, est compliqué pour les voyageurs qui voudraient prendre un train, quand bien même il y aurait des trains qui circuleraient. Beaucoup plus récemment, 2016-2018, on a été confronté à des phénomènes similaires donc, dans Paris, intramuros, bien sûr en Ile-de-France, mais dans Paris, intramuros. La ligne C du RER, en haut à droite, donc, qui commence à avoir les pieds dans l'eau. Donc là, il y a eu une interruption des circulations. Et puis en bas, on voit une gare transilienne, donc la voirie qui commence elle aussi à être inondée. Et donc le choix qui est fait, bien sûr, c'est de fermer l'accès à la gare pour protéger les installations qui sont à l'intérieur. On voit quand même les sujets de maîtrise qui commencent à apparaître avec ces photos. Les conséquences toujours, la SNCF, en fait, on a beaucoup d'activités. Ça, tout dépend de la façon dont je me positionne. Si je travaille à SNCF Réseau, c'est le propriétaire, le gestionnaire de l'infrastructure. Sa préoccupation, bien sûr, sur les deux photos qui sont très visuelles, dirons-nous, forcément, c'est de pouvoir rétablir l'intégrité donc de l'infrastructure pour faire circuler les trains. Il va avoir, SNCF Réseau, une deuxième préoccupation majeure, c'est le délai de rétablissement, puisqu'il faudra pouvoir reproposer aux entreprises ferroviaires donc, la possibilité de rouler sur les rails. Quand je parle d'entreprise ferroviaire, transporteur, par exemple, là je change de point de vue, je suis un transporteur fret, je veux faire rouler, c'est pas de chance, ça passait sur cette voie, évidemment, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que j'ai une solution pour pouvoir passer sur une autre voie ? Peut-être, peut-être pas. Enfin, ce qu'on appellerait chez nous un détournement, ou bien même envisager d'autres solutions type routier, type fluvial, etc. Donc la question et les conséquences, suivant mon point de vue, effectivement, peuvent être très différentes, tout en étant complémentaires, mais au sein du groupe SNCF. Alors tout ça, c'est résumé. Tu vois que tu as passé. Voilà. Tout ça, c'est résumé dans ce tableau qui va me permettre aussi de juste faire un focus sur un dernier point de vue possible. Aujourd'hui, moi, je travaille dans le monde des gares. Monde des gares, mes priorités aussi, sur les conséquences et mes priorités et donc mes enjeux, ça va être, alors dans tous les cas de figure, de toute façon, c'est l'intégrité des personnes, ça c'est vraiment le plus important. Et puis après, moi, je vais essayer de chercher à protéger aussi les actifs que l'on a. Et puis, le modèle économique des gares fait qu'elle génère aussi du chiffre d'affaires. Potentiellement, j'ai une perte de chiffre d'affaires. Tout ça, en fait, c'est pour montrer que les activités donc, sont très diverses. Mon optimum à moi n'est pas forcément l'optimum du système, d'où l'importance pour la SNCF, le groupe SNCF, d'avoir une coordination globale et de pouvoir arbitrer en cas de crise pour harmoniser, je dirais, les prises de décision à l'échelle du groupe SNCF. Donc j'ai pu définir quel était le périmètre, le risque, les conséquences. Maintenant, comment je me prépare à la crise. 3 stratégies. Alors là, c'est très, très macro. C'est valable, j'aurais presque envie de dire, pour tous les risques. On retrouve cela dans le domaine animal. Voilà. Donc il y a 3 façons. Soit on évite, en fait, l'animal il fuit devant son prédateur. Soit il résiste, c'est-à-dire qu'il accepte le combat. Soit il cède. Il y a une forme d'acceptation de son sort. Et on va retrouver, alors pareil, avec des images un peu marquantes, mais je le redis, ça s'applique vraiment, ça peut être transposé sur tout type de risque. De façon intuitive, là je vous montre les briques, la façon dont elles se mettent en place. On commence à mettre un petit peu de théorie derrière. J'ai emprunté donc ce schéma donc au Centre européen de la prévention du risque inondation, le CEPRI, et on voit, on retrouve les différentes briques qui s'enchaînent. Il y en a une, je vais faire un focus volontairement que sur la culture du risque, parce qu'elle me paraît à la fois très importante et parce qu'on l'oublie très souvent également. On a l'impression, sur le risque inondation notamment, et aussi peut-être sur d'autres, que c'est une affaire d'urbaniste, une affaire d'architecte, et puis une fois qu'on l'a prévu en conception, derrière, il n'y a plus de sujet. Non, ça concerne vraiment tout le monde, tous les acteurs, et à n'importe quelle période de la vie de l'ouvrage, de la gare, etc. Donc c'est vraiment l'importance de la diffusion et de l'entretien de cette culture du risque au sein de l'entreprise.
Alors vous avez compris là depuis le début de mes propos que j'étais un farouche défenseur des plans de continuité d'activité. Je ne voudrais pas dévoiler la suite, mais je crois que mes voisins aussi, ils sont un peu dans ce cas-là. Pour autant, c'est pas seulement de se dire bah, tiens, on a envie d'en faire. Il y a une obligation, il y a des obligations qui nous sont données. Il y a une loi, enfin il y a une directive européenne qui a été transposée dans la loi française. Il y a une directive aussi interministérielle qui concerne toute OIV, donc opérateur d'importance vitale. Et bien évidemment, la SNCF en est un par rapport au transport. Et donc, c'est aussi une obligation que l'on a, ouf. Mais de toute façon, ça veut dire qu'il faut vraiment s'inscrire dans cette démarche, quoi qu'il en soit. Et pour terminer mes propos, voilà, c'est un petit schéma, alors peut-être aussi un peu complet, mais pour résumer, sur la partie gauche, en fait, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, le besoin de trouver l'optimum global. Globalement, enfin, ce qui va se passer, c'est que vraiment la priorité, c'est l'intégrité des personnes. La deuxième, c'est de pouvoir protéger les actifs stratégiques. Et puis, en fonction de ça, et ben après, on regarde quelles sont les capacités résiduelles pour pouvoir continuer à exploiter le réseau, pour continuer à faire circuler des trains. Donc là, on a déterminé, je dirais, un peu nos drivers pour la prise de décision. Ensuite, à côté, ben, on a... Alors, ça ressemble farouchement à une route Deming. Hein, c'est une route de démarche continue. Et ça reboucle avec le sujet de culture du management des risques en disant c'est vraiment, il faut questionner en permanence le système. Et une fois qu'on questionne le système, et bien évidemment, il y a cette notion de rédaction et de mise en œuvre du plan de continuité d'activité. Et j'insiste, et ça va être mes derniers propos, c'est effectivement sur, bien sûr, il faut savoir comment gérer la crise, mais gérer la crise, ça s'anticipe aussi, et c'est qu'est-ce qu'on fait en amont. Et c'est aussi anticiper la reprise d'activité, donc en aval, c'est tout aussi important à intégrer dans le plan de continuité d'activité. Merci François pour cette présentation assez complète. Alors, on l'a vu, on est dans une situation où on a des conséquences lourdes. Je pense que la plupart d'entre nous donc, sont exposés éventuellement à des sujets de continuité de service de train quand on voyage. On a vu aussi des obligations qui sont faites à la SNCF en tant qu'OIV. Est-ce que vous pouvez vous demander, est-ce que finalement, pour des raisons pédagogiques, dans cet atelier, on n'a pas commencé par un cas hyper complexe qui est le seul cas où ça s'imposerait? Alors Vazrik, est-ce qu'on a vraiment tous besoin dans nos activités de s'intéresser, de se préoccuper de notre continuité? Oui, effectivement. Si je me faisais un peu l'avocat du diable, je dirais au fond, à quoi ça sert d'investir des ressources, de l'énergie pour des événements si peu probables, certes à l'impact fort. Finalement, quand on rencontre certains de vos confrères, ils nous disent, mais est-ce que vous n'avez pas des éléments statistiques qui justifieraient l'engagement de ressources, de moyens pour élaborer un plan de continuité d'activité? Alors, au-delà du risque inondation, effectivement, on l'a vu hier lors de la séance plénière, le risque technologique, le risque de cyberattaque est prégnant dans les organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, selon le rapport Cisco, près de 84% des entreprises qui ont été confrontées à une cyberattaque. Qu'est-ce qu'on entend par cyberattaque? C'est le phishing, vous savez, ces envois de courriers malicieux avec des pièces jointes dans lesquelles on va vous demander de renseigner votre login, votre mot de passe et éventuellement votre numéro de carte bleue. Il y a également la problématique des ransomware, des cryptolockers. Bref, il y a tout un tas de techniques qui permettent de s'introduire dans vos systèmes d'information. Alors, le coût moyen, enfin, pour plus de 54% des entreprises, le coût moyen d'une cyberattaque s'est élevé à 400 000 €. La deuxième information qui est intéressante, qui est issue, qui est un rapport très récent, qui est paru en fin d'année dernière du Business Continuity Institute, sur un panel d'environ 850 entreprises, ils ont évalué que sur les 5 dernières années, le coût moyen d'une interruption d'activité significative s'est élevé à peu près 300 000 €, 350 000 $. Donc voilà les données chiffrées que l'on a aujourd'hui. Vous pouvez évidemment, avec votre moteur de recherche préféré, rechercher cette étude. Hein, c'est le rapport du Business Continuity Institute. Alors j'aimerais quand même te poser une question, Cédric. Toi qui as lu ce rapport, quelles sont les deux conclusions qui t'ont le plus frappé? Alors, j'assiste un petit peu sur ce rapport du Business Continuity Institute, hein, donc un organisme britannique qui est vraiment spécialisé dans la continuité d'activité. Ce rapport, cette enquête, elle est vraiment pleine d'informations, surtout si vous cherchez en fait des
des statistiques ou des chiffres associés au développement des PCA dans les entreprises à travers le monde. C'est vraiment une source d'information très riche. Donc voilà, deux conclusions moi, qui m'ont interpellé. La première, en fait, touche les impacts à long terme que les entreprises peuvent connaître à la suite d'une interruption des activités. Et là, vraiment, en fait, je dirais les impacts qui m'ont le plus marqué, c'est par exemple des entreprises qui ont dû redéfinir les investissements stratégiques qu'ils avaient prévus. On imagine par exemple un investissement dans de nouveaux outils de production, et ben voilà, ça a dû être retardé. Pourquoi ? Parce que les ressources ont dû être plutôt allouées à la gestion de la crise. Donc ça, par exemple, pour une entreprise, pour toute entreprise, c'est une conséquence assez sévère d'une interruption des activités. Les parts de marché, on sait pertinemment aujourd'hui que toute entreprise vit dans un environnement concurrentiel important et que très souvent, si vous ne pouvez pas livrer vos clients, ces derniers vont essayer d'aller voir vos concurrents. Donc ils ne vont pas forcément attendre que vous soyez de nouveau dans une situation normale. Opportunité de développement manquée, on imagine une entreprise qui est prête à rentrer sur un nouveau marché ou à lancer un nouveau produit. Et encore une fois, l'impact de l'interruption va retarder ces initiatives et encore une fois, financièrement, impacter l'organisation de l'entreprise. Détérioration du cours de l'action, hein, on le voit de plus en plus. On peut prendre par exemple l'exemple du British Airways il y a quelques temps avec leur panne informatique. En un week-end, ils ont perdu 170 millions de livres de valeur d'entreprise. Donc c'est 2 jours, 170 millions qui se sont envolés et on voit que ça arrive de plus en plus souvent. Et finalement, hein, augmentation des primes d'assurance, lorsque la qualité du risque n'est plus là pour un assureur, lorsque le niveau de sinistralité est trop important, les primes d'assurance auront tendance à augmenter. Donc voilà, donc on est capable aujourd'hui de dresser un constat assez évident, de se dire oui, les impacts à long terme pour une entreprise qui a subi une interruption des activités peuvent être importants. Alors, le deuxième constat, c'est que malgré ces impacts, en tout cas les entreprises ou les personnes responsables de développer la continuité d'activité estiment pour 51% d'entre elles que les ressources et le soutien du comité de direction n'est pas encore assez important. Donc, même si le constat a été fait qu'une interruption des activités peut être dramatique pour la survie d'une entreprise, encore aujourd'hui, on s'aperçoit que les ressources et le soutien du comité exécutif des entreprises n'est pas suffisant. Alors, Vazrik, est-ce que tu peux un peu nous éclaircir sur la terminologie, on va dire, associée à la continuité d'activité ? Oui, alors rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer avec une multitude d'acronymes. Mais globalement, bon, le mot-clé, c'est quand même PCA, plan de continuité d'activité, en anglais Business Continuity Plan. C'est ce document qui va permettre de décrire les modes dégradés, les objectifs de reprise, les délais cibles de rétablissement de vos activités. Et puis à son pendant, sur le volet système d'information, volet informatique, qu'on appelle PRA, communément, ou le plan de continuité informatique, ou le DRP. Finalement, ce document va identifier l'organisation de crise au niveau de la direction informatique et également les procédures de basculement des applications, des serveurs, de la téléphonie et des infrastructures réseau. Et puis un document chapeau, en anglais le Business Continuity Management System, le BCMS, le SMCA, le système de management de la continuité d'activité, qui va encapsuler les deux modules PCA et PRA, qui va définir en fait des indicateurs de performance, les dispositifs d'amélioration continue de l'ensemble de ces plans. Alors l'objectif, évidemment, c'est que ce soit pour vos fournisseurs ou pour vous-même, l'intérêt de ces modules, c'est de les valoriser commercialement auprès de vos clients, parce qu'on sait qu'un plan de continuité d'activité bien réalisé peut améliorer dans le cadre d'appels d'offres, le classement fournisseur, etc. Et puis,
comme l'a dit Cédric, en cas de sinistre, on va maintenir les activités vitales. Alors, pour bâtir un plan de continuité d'activité, comme l'a dit Cédric, finalement, on ne va pas prendre la multitude de causes possibles. On va s'inscrire selon ces 4 macro-scénarios. D'abord, mon plan, par rapport au périmètre que l'on étudie, va prendre en compte l'indisponibilité du site ou d'un équipement de production stratégique. Alors, quels peuvent être les événements qui rendraient le site indisponible? C'est assez facile, catastrophe naturelle, incendie, inondation. Donc on va prendre en compte ce type d'événement et on va envisager le plan B de l'organisation si le site était indisponible. Alors, vous me direz, oui, mais la ressource la plus importante, ce n'est pas le site, c'est les personnels. Vous avez parfaitement raison. Et vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous, en 2009, on avait les premiers plans, enfin ça fait 10 ans maintenant, les plans pandémie, face au risque de pandémie grippale. Mais plus près de nous, il peut y avoir les mouvements sociaux, les troubles sociaux qui entraînent le déclenchement de ces plans. La ressource des systèmes d'information est également essentielle. Donc, lorsque on envisage la continuité de l'activité en cas d'indisponibilité des systèmes d'information. Et puis un peu le parent pauvre des PCA. Alors de plus en plus, les organisations y viennent. C'est la défaillance ou l'indisponibilité d'un sous-traitant ou d'un fournisseur stratégique. Alors une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas suffisant. Je vous ai parlé de système de management, de la continuité d'activité. Cédric, est-ce que tu peux nous donner ta vision des SMCA ? Bien sûr, donc ça c'est un schéma que j'utilise depuis bientôt 15 ans pour aider nos clients à mettre en place une continuité d'activité qui fonctionne et qui malgré tout est assez simple. La première étape, c'est vraiment de comprendre vos activités. Donc, encore une fois, le plan de continuité d'activité n'est pas là pour gérer l'ensemble des activités que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Pourquoi ? Parce que si vous développez un plan beaucoup trop détaillé, ça sera simplement impossible de le mettre à jour, de le faire vivre sur le long terme. Donc en fait, ce qu'on conseille, c'est vraiment de se dire, OK, vous devez comprendre vos activités clés et à travers ça, développer les plans qui vous permettront de maintenir une activité à un niveau acceptable. Donc ça, c'est comprendre votre activité. Alors il y a également un deuxième paramètre important à comprendre, c'est la tolérance que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une interruption des activités. Alors, ce chapitre-là peut soit se faire dans la connaissance de vos activités ou dans l'identification en fait, des stratégies de continuité. Mais ce qui est important de comprendre, c'est est-ce que vous allez être dans une situation difficile, par exemple, vis-à-vis de vos clients, si vous avez une interruption des activités de 1 jour, 2 jours, 6 mois, 1 an. Il faut comprendre, en fait, il faut savoir définir le temps que vous avez pour mettre en place vos continuités d'activité. Ensuite, quand on parle en effet de stratégie de continuité d'activité, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable, par exemple, de transférer une partie des activités vers un autre site de l'entreprise ? Est-ce qu'on peut faire appel à la concurrence ? Est-ce qu'on peut sous-traiter les activités qu'on vient de perdre ? Donc voilà, il faut essayer de trouver une stratégie qui est viable sur le temps nécessaire au recouvrement des activités. Donc voilà, donc on a identifié les activités, on a identifié la stratégie de continuité, on est maintenant dans une situation où on peut écrire le plan, c'est-à-dire mettre en œuvre les stratégies de continuité. On essaie de développer un document, et ce qui est important vraiment de comprendre, c'est que vous avez besoin d'un document qui sera utile pendant la gestion de la crise. Et le conseil que je peux vous donner lorsque vous écrivez vos plans, c'est de ne pas être trop détaillé. Le retour qu'on peut avoir dans les situations de crise, c'est qu'au plus les documents sont détaillés, au plus il est difficile de les utiliser en situation de stress. D'accord ? Donc il faut essayer d'être concis le plus possible. Finalement, une fois que vous avez ce plan-là, il faut le faire vivre. C'est bien d'écrire un plan, c'est bien d'avoir dédié des ressources au développement de la continuité d'activité, mais l'entreprise change, les personnes changent, et il est donc nécessaire de faire vivre ce document, de le faire évoluer en fonction de ces changements. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus du bilan d'impact sur les activités. Donc c'est vraiment, je dirais, l'étape numéro 1.
c'est l'identification des, je dirais, des activités critiques, des priorisations que vous devez donner à vos efforts de continuité. Et la première chose que je fais quand je réalise un bilan d'impact sur l'activité, d'ailleurs on peut également l'appeler c'est analyse de l'impact sur l'activité, hein, le AIA, donc il y a encore une fois il y a beaucoup d'acronymes, mais voilà, on va parler de BIA. En plus, l'avantage c'est qu'on parle de Business Impact Analysis en anglais, donc on a le même acronyme en français et en anglais, ce qui est assez rare pour le souligner. La première chose à faire, c'est de, encore une fois, comprendre le modèle d'activité de l'entreprise ou de l'organisation. Il faut essayer de se dire, voilà, j'ai peut-être 50, 100 process que j'utilise chaque jour, mais en situation critique, en situation de crise, quelles sont les 10, 15, 20 activités que je dois absolument maintenir. Je vais me concentrer que là-dessus. Voilà, donc c'est la première étape. Après, c'est l'analyse financière. Donc, se dire quels sont les revenus, quelles sont les marges que je vais essayer de préserver. Alors là, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en effet, dans un environnement commercial, l'analyse financière est probablement la plus appropriée. Mais on peut également se retrouver dans des activités où d'autres indicateurs de performance peuvent être utilisés pour justement comprendre un peu les activités à préserver, ou en tout cas la stratégie d'entreprise à préserver. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a toujours pas parlé de risque. On a simplement fait une analyse, un diagnostic des activités critiques et je dirais des produits ou des familles de produits à préserver d'une interruption des activités. Et à ce moment-là, on peut en effet faire une analyse de risque pour comprendre quels sont les risques que l'entreprise doit gérer. Donc là, on a les 3 éléments et on est capable en fait de calculer l'impact que les interruptions d'activité peuvent avoir sur l'entreprise. Et déjà, ça va nous indiquer si, oui ou non, ces impacts potentiels sont acceptables pour l'organisation. Ça nous permettra en fait de prioriser, encore une fois, le mot important, hein, c'est prioriser nos efforts de continuité. Et à partir de là, on va essayer de trouver les solutions. Alors les solutions, ça peut être en effet un PCA, hein, ça peut être un PRA, ou ça peut également toucher d'autres, je dirais, d'autres solutions de gestion des risques. Ça va dépendre un peu de l'environnement dans lequel vous êtes. Mais voilà, le bilan d'impact d'activité va vous aider, va vous guider à travers la mise en place d'un SMCA efficace. Merci Cédric. Bon, je pense qu'on voit bien en tout cas la logique de construction du SMCA, du PCA. On voit bien les ingrédients se mettre en place, mais finalement, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde l'entreprise globalement, et ça va être une question pour Vasrik, comment ça s'orchestre ? Comment on est accompagné pour vraiment intégrer ça dans l'entreprise ? Oui, effectivement, Gérard. Se pose souvent la question de la méthode. Bon, Cédric vient de présenter la méthode fondée sur le BIA. Alors, on a la chance d'avoir un standard international qui est la norme dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la norme ISO 22301. Cette norme définit les exigences, les prérequis pour mettre en place un système de management de la continuité d'activité. Elle est parue en mai 2012 et les derniers chiffres que nous avons datent de fin 2017 et nous avons à peu près un peu plus de 4000 entreprises qui sont certifiées dans le monde. Ce standard a une particularité, c'est qu'elle est certifiable, elle est auditable, certifiable par un tiers indépendant de type Bureau Veritas, AFNOR, et j'en passe et des meilleurs. Au même titre que les normes qualité, que les normes liées à l'environnement ou à la sécurité des systèmes d'information. Alors certes, le volume de certificats n'est pas aussi élevé que ceux liés à la qualité, à l'environnement ou à la protection de l'information. Mais en tous les cas, on a aujourd'hui la possibilité de s'appuyer sur ce standard international. Alors si on regarde les chiffres, il y a une très grande représentation des sociétés technologiques qui adoptent ce standard. Évidemment, parce que vis-à-vis de leurs clients, elles peuvent justifier de la continuité d'activité, comme la ressource de système d'information est une ressource vitale. Elles peuvent justifier de leurs efforts en matière de continuité d'activité. On retrouve des entreprises dans le domaine de l'industrie, des transports, tous les secteurs sont représentés. On n'est pas vraiment limité par secteur d'activité. Alors,
vous pourriez vous dire, au secours, encore une nouvelle norme, et on n'en peut plus, et ça fait trop, entre le classeur lié à la qualité, etc. On ne peut pas empiler les systèmes de management les uns à côté des autres. Et le Bureau international à Genève en a eu parfaitement conscience. Et à partir de là, ils ont décidé d'adopter une structure de haut niveau, avec la parution de la norme 22301, que les normes liées à la qualité, au système, à la 27001 et à la 14001, ils ont adopté la même structure, la même nomenclature, ce qui fait que vous pouvez vous diriger vers des systèmes de management intégrés pour ne pas avoir géré une multitude de normes et de standards au sein de votre organisation. Alors, lorsque vous voyez ce tableau, vous voyez la France en termes de certificats, bon, on est dans le top 10, c'est bien. C'est bien, mais bon, on peut faire un effort quand même. Il y a une vingtaine d'entreprises qui sont certifiées en France. Alors, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est largement en tête avec plus de 700 certificats. Bon, on pourrait au moins faire un effort pour essayer de rattraper les Allemands. Alors, n'oubliez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, la certification est une arme de compétitivité pour justifier et pour améliorer son classement fournisseur. Lorsque vous allez être confronté à un appel d'offres dans vos organisations, alors soit on va vous exiger que vous ayez un PCA, mais si en plus il est certifié, ça va forcément, nécessairement, améliorer le classement. Et au même titre, quand vous allez choisir des fournisseurs, le fait qu'ils soient certifiés, c'est un gage complémentaire du sérieux, de l'engagement de la direction dans cette démarche-là. Enfin, d'un point de vue international, vous avez vu les résultats. Donc l'Inde est loin en tête. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, c'est une plateforme d'externalisation de ressources IT et évidemment, ils justifient par ce certificat leur sérieux. Alors, plus proche de nous, suivante. Ah oui, on y est. Plus proche de nous, Gérard vous a indiqué de ne pas oublier de sortir du mode avion lorsque vous sortirez. Au moment où vous activerez votre smartphone, vous avez probablement de la technologie Soitec ou ST Microelectronics qui est embarquée dans votre smartphone. Ce sont des fabricants, ce sont des fondeurs. Et donc, ils ont adopté et ils sont certifiés selon la norme ISO 22301. D'autres industriels, on a également Lafarge Holcim, on a Saverglass, des fabricants de flacons en verre. Et puis, une autre entreprise assez significative à signaler, EPC, le groupe EPC, qui est une entreprise de chimie qui fabrique des explosifs civils sensibilisés à l'interruption d'activité, et donc ils ont fait certifier leur activité par rapport à la norme 22301. Cédric a parlé de l'organisation des plans. Là, on vous a montré un plan type ici, ce que vous voyez sur les écrans, où en fait, on retrouve le premier P que j'indiquais, c'est le périmètre sur lequel on opère pour le PCA. Et puis, Cédric vous a parlé du BIA, c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est avec cet outil que vous allez identifier vos activités critiques et les solutions, vos plans B, lorsque le site, les personnels, les systèmes d'information ou les fournisseurs stratégiques sont défaillants. Comment vous allez faire pour continuer l'activité. Bien sûr, alors, là encore, pas de dogmatisme. Dans certaines organisations, la continuité d'activité était séparée de la gestion de crise. Eh bien, on en est revenu de cela. Maintenant, tout cela est fusionné dans les mêmes organisations, c'est-à-dire les équipes de gestion de crise sont très proches des équipes de continuité d'activité, ou parfois ce sont les mêmes. Donc, on doit définir ces modes de fonctionnement en cas de crise. Et puis enfin, il y a le module lié à l'amélioration continue, au système de management de la continuité d'activité, où on va retrouver mon deuxième P, le partage. Pour que votre plan soit opérationnel, il doit être connu de tous, des personnels, des fournisseurs, des clients, pour que le jour où il faut l'activer, eh bien, qu'on ne découvre pas qu'il existait un plan caché quelque part. Et puis, les indicateurs de performance sont également très importants. Les indicateurs de performance vont permettre d'évaluer le niveau d'efficacité suite à des tests de vos plans. Alors, des indicateurs de performance, ça peut être par exemple le nombre d'exercices réalisés ou le pourcentage de personnel qui a été sensibilisé par rapport au PCA, ainsi de suite. Voilà, donc voilà l'exemple du plan. Très bien, merci Vazrik. Je pense que
On a fait un tour assez complet donc, de tous les ingrédients des dispositifs de continuité. Vous avez entendu, et en particulier dans la constitution d'un PCA, vous avez entendu un certain nombre des mots-clés qui avaient été cités en introduction de l'atelier, en particulier le mot impact, aussi le mot exercice sur lequel on va revenir. Voilà, donc on voit bien les choses se mettre en place. On va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie s'appelle anticiper. Alors quand on traite de risque, on anticipe. Quand on traite de continuité ou de gestion de crise, on est plus dans la préparation. Alors pour se préparer, voilà, on va juste donner une petite illustration d'image. Donc vous m'imaginez en constructeur, donc dans l'industrie du bâtiment. Je change de rôle temporairement. Mon engagement, c'est de toujours livrer mes chantiers à l'heure, quoi qu'il arrive. Par exemple, la route est inondée. Et si la route est inondée, mes tout-pieds à béton, donc mes camions à béton, ne peuvent plus emprunter la route, je vais les mettre sur des barques, comme ce que vous voyez sur l'image, pour les acheminer dans le délai prévu jusqu'au chantier. Voilà, ça c'est ma continuité d'activité. Évidemment, pour arriver à faire ça, il faut de la préparation, de l'anticipation, un dispositif rodé, parce que la crue, généralement, prévient assez tard. Donc si vous n'êtes pas préparé, il peut se passer différentes choses. Je vous propose de regarder un petit film pour illustrer ça. Voilà, donc la continuité d'activité, c'est qu'effectivement le flux de données peut parfois s'interrompre. C'est pour ça que le micro est resté ouvert, mais le film va reprendre dans quelques instants. Last week I gave a fire safety talk, and nobody paid any attention. Ways. But experience is the best teacher. Today, smoking is going to save lives. Smell anything smoky? The jerky in again? Oh my god! Oh my god! Fire! Oh, fire! Oh my goodness! What's the procedure? What do we do, people? Coming through an air duct. Oh my god! Oh. Okay, it's happening. What's the procedure? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! No, Michael, no! Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hole. Wait. What does warm mean? Oh my god. Not a viable option. What next? Don't try! Oh, here's a door. Check that one out. How's the handle? It's warm. Hey, go to the back door. Another option. Jeez, okay, settle down, everyone. I forgot my shirt! Leave it, woman! Get out of the way. Go. Things can be replaced, Phyllis. People, human lives, however, can... Ow, my hand! That's hot too! Okay, we're trapped. Everyone for himself. Okay, let's go. Okay. Oh, have you ever seen a burn victim? Where do we go, folks? Use the rocks to cover the mouth. What? Wrong way. We've already tried that. Voilà, on va reprendre la main
le film, donc, qui est un extrait d'une série qui s'appelle The Office, petit film américain et facilement accessible en cherchant sur votre navigateur. Pour être parfaitement transparent avec vous, donc notre plan de continuité, parce qu'on tenait absolument à partager avec vous le niveau de désastre qui peut résulter d'un défaut de préparation pour un incident qui peut survenir, du type un incendie. Donc on avait prévu en plan B de réaliser l'incident en live avec vous, dans cette salle, simplement pour des raisons qu'on n'a pas très bien comprises. Donc Brigitte Boucaud, qui préside la Braille, que je dénonce ici, donc Brigitte n'a pas voulu que nous diffusions de la fumée dans le site. Voilà. Par contre, on a de l'essence à briquet, donc si à la fin de la session vous voulez faire un essai, on pourra le faire. Simplement pour illustrer le fait que quand on n'est pas préparé, très rapidement, on peut se retrouver dans une situation de chaos, et que donc la notion d'exercice est absolument majeure. Alors pour rebondir sur ce qu'on a partagé donc en tout début de séance avec la continuité d'activité SNCF en situation de crue, François, à quoi ça ressemble le dispositif de préparation donc à la continuité chez SNCF? Alors, pour remettre en perspective nos enjeux, quotidiennement, il y a plus de 15 000 trains qui roulent donc sur le réseau ferré national. Il y a, je le disais, plus de 3 000 gares qui sont potentiellement ouvertes aux services voyageurs. Donc tout ça, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et le corollaire de ces chiffres, c'est d'accepter l'aléa en fait comme étant une composante intrinsèque en fait de notre production. Et pour pouvoir y pallier de façon le plus efficace, et puis rapide, en fait, on a fait deux choix très, très structurants à la SNCF. Le premier, c'est le choix humain. Le choix humain, c'est d'avoir des personnes qui sont formées, alors ça peut paraître naturel, mais surtout dédiées, donc dont c'est vraiment le travail au quotidien. Il y a des personnes qui sont en 7 sur 7, justement, pour pouvoir assurer des missions d'expertise sur l'infrastructure, sur l'information voyageur, etc. Chacun dans son domaine, j'insiste, dédié. En termes de soft skills, de comportement, en fait, on va leur demander trois choses. On va leur demander, bien sûr, une certaine connaissance, d'où la formation. Par exemple, quand on parle de mesurer l'impact, il faut savoir, suivant le type d'accident, il peut y avoir des accidents de personnes, il peut y avoir un train qui tombe en panne, il peut y avoir une chute de neige qui tombe sur un arbre et l'arbre qui tombe sur la caténaire, qui tombe sur la voie, etc. Donc on sait statistiquement en fait, le délai de rétablissement moyen. Alors bien sûr, il faut pouvoir l'adapter, mais on sait que dans un cas, ça peut être 1 heure, dans un autre cas, c'est 2 heures, 4 heures, et on imagine forcément, intuitivement, que les mesures à prendre ne sont pas du tout les mêmes en termes d'information, de prise en charge, etc. Ça fait partie de ce qu'on avait appelé le savoir. Le savoir-faire, c'est après, il faut le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre, sur le transparent, là, j'ai parlé de standards, faut le comprendre, des scénarios. Donc c'est vraiment pouvoir appliquer des scénarios qui seront connus de l'ensemble des opérateurs, et c'est ça aussi ce qui est important, c'est qu'il y a toujours une très grande diversité en fait d'acteurs qui doivent traiter la crise, et donc c'est important d'avoir des scénarios robustes sur lesquels les gens peuvent s'appuyer. Pour autant, même s'il y a tous ces gestes réflexes et le savoir-être, il est aussi tout aussi important de vraiment capter l'information en permanence. Le pire, ce serait de faire un mauvais diagnostic, d'appliquer le mauvais scénario, etc. Donc il faut tout le temps avoir de la réassurance. Même une information qui peut paraître très fiable, il vaut mieux la boucler, il faut mieux la reboucler 5 minutes après, un quart d'heure après, une demi-heure après. Donc c'est vraiment tout ce cycle-là et ces 3 compétences clés en fait, qu'on demande aux acteurs de la sécurité et des acteurs de la gestion de crise. Alors le deuxième choix, il est organisationnel, il est aussi technologique. C'est d'avoir ce qu'on a appelé une tour de contrôle. C'est le Centre national des opérations ferroviaires. Alors nous, on adore les acronymes. Alors c'est le CNOF. On arrive à le prononcer en plus. Donc aujourd'hui, il est positionné à Paris-Est. Il est à Paris-Saint-Lazare. Et à la limite précédemment, peu importe. Il existe depuis un peu plus de 20 ans. Il a beaucoup évolué dans sa structure, dans ses missions. Aujourd'hui, il a la mission de superviser. Il a aussi la mission de pouvoir assurer justement la coordination sur laquelle j'ai beaucoup insisté sur la partie inondation, et puis aussi l'information et la prise en charge qui est aussi qui sont extrêmement importants pour nous dans la production.
Alors cette tour de contrôle, elle ne fait pas tout depuis Paris. Elle s'appuie en fait sur plusieurs autres structures parce que tout simplement aussi il y a certains aléas. Alors volontairement j'appelle aléas, c'est pas forcément la grosse crise, mais peuvent être traités de façon locale, de façon régionale. Donc il y a des cellules de crise aussi. De la même façon avec des acteurs qui sont formés, qui sont 7 sur 7 sur le sujet. Et puis bien sûr, après si la crise elle devient à ampleur nationale, il y a le Centre national des opérations, donc lui il est vraiment sur la partie opérationnelle et production, ce qui fait qu'il y a potentiellement aussi encore un troisième niveau, une salle de crise donc niveau COMEX, d'ailleurs c'est même le COMEX, le dirigeant du COMEX d'astreinte qui peut prendre la décision de l'ouvrir, avec là une vision plus stratégique. Et donc on a ces 3 niveaux et avec la possibilité de passer de l'un à l'autre. Et d'ailleurs ce qui peut être intéressant de dire, c'est que dans une même crise, il n'y a pas forcément un niveau qui est figé, c'est qu'en fonction de l'évolution de la crise, on peut être amené à en ouvrir une ou en fermer, etc. Donc il y a vraiment cette partie évolutivité qui est importante de signaler. Alors le schéma suivant, en fait, c'est quasiment une transposition de ce que je viens de dire sur les salles de crise. De la même façon, quand je parlais de standards, c'est quoi une crise grave, etc. Donc voilà, on a cherché à essayer de normer ça. Quand je dis normer, c'est surtout objectiver aussi. On va en parler, mais il y a forcément un côté très émotionnel, comment on peut objectiver le niveau de crise. Et donc, on a ces 4 niveaux avec les cellules de crise en fait, qui viennent en parallèle se rajouter au dispositif. Et donc, pour conclure, en fait, sur la partie droite, c'est vraiment, je disais, on a capitalisé sur la partie humaine. C'est les directeurs de crise, les 7 sur 7. Je l'évoquais un petit peu quand j'ai parlé du dirigeant COMEX d'astreinte. En fait, on a aussi, alors d'ailleurs, moi, pour les gares, je prends un cycle d'astreinte de la Direction générale de Gares et Connexions. Et donc, je peux, pendant mes semaines d'astreinte, être aussi mobilisé pour gérer la crise, en plus des managers. Voilà, donc on a vraiment plusieurs niveaux par rapport à ça. Et le deuxième, c'est sur les processus, c'est la tour de contrôle, c'est les scénarios, etc. Et puis aussi un autre aspect qu'on évoque depuis déjà plusieurs minutes, on parle des exercices, mais je vais laisser la parole à Cédric pour nous en parler plus longuement. Merci François. L'objectif de l'exercice, il est assez simple, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez développé un plan de continuité d'activité de manière assez théorique. Et l'exercice va vous permettre de tester en fait l'efficacité des stratégies de continuité que vous avez envisagées. Il y a un autre point qui est essentiel aussi, c'est que sur certaines organisations, dans certains environnements, vous allez devoir mobiliser des dizaines, voire des centaines de personnes dans des conditions qu'ils ne connaissent pas. Ils sont dans une situation de crise. Ils sortent totalement de leur quotidien et il faut donc assurer non seulement qu'ils comprennent quelles sont leurs responsabilités, mais qu'ils soient également capables de se coordonner pour être efficaces et pour atteindre les objectifs qu'on leur a fixés durant cette crise. Et finalement, ce qui est probablement très, très important aussi, c'est de développer l'esprit d'équipe. En période de crise, c'est probablement ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs lorsque vous êtes en situation d'interruption des activités. Alors, quelques petits conseils. Le premier, c'est la complexité de l'exercice. Alors, si vous venez d'écrire votre PCA et que vous désirez rapidement mettre en place un exercice, n'essayez pas de faire quelque chose de trop complexe parce que, encore une fois, si on se rend compte très rapidement que l'exercice est complexe et que personne n'atteint ses objectifs, vous risquez de décourager beaucoup de monde. Mais alors également, dans la situation inverse, si vous avez un PCA qui est en place depuis plusieurs années, qui est mis à jour régulièrement et qui est testé, à ce moment-là, vous aurez peut-être tendance à essayer de mettre en place des exercices un peu plus complexes. Un autre paramètre très, très important lors de la réalisation d'un exercice, c'est d'enregistrer en fait les performances des individus qui sont impliqués. Et c'est pour ça que très souvent, ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'avoir un observateur, quelqu'un qui n'a pas de rôle précis dans l'exécution des tâches, mais qui est simplement là pour observer les comportements, observer la manière dont les individus vont gérer en fait la situation de stress dans laquelle ils sont, et vraiment prendre des notes et pouvoir faire un feedback à la fin de l'exercice pour expliquer ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et encore une fois, je pense qu'on parle maintenant de la personnalité des gens et de leurs compétences. On peut avoir de très bons collaborateurs dans une situation normale, une situation de tous les jours, qui perdent complètement leurs moyens dans une situation de crise. Ils n'ont simplement pas
la capacité à gérer le stress. Et de ce fait-là, il faut savoir prendre les bonnes décisions au moment de l'exercice. Ce n'est pas dans une situation réelle qu'il faudra changer les rôles et les responsabilités. C'est au moment de l'exercice. Et encore une fois, c'est probablement un des buts principaux de ce type de pratique dans la mise en place de PCA. Merci Cédric et merci François. Moi, je voudrais illustrer tout à l'heure, Vazrik a évoqué les 4 scénarios sur lesquels le socle, finalement, sur lesquels on construit le plan de continuité d'activité, en particulier l'indisponibilité IT. Donc un élément majeur en matière d'indisponibilité IT, c'est évidemment la continuité qui va avec et la gestion de crise cyber. Je voudrais juste partager quelques éléments qui sont appuyés donc, sur l'expérience et sur ce qui est en place au sein du groupe Renault en la matière. La première chose, c'est l'organisation de crise qui est prédéfinie. Pas d'organisation prédéfinie. Quand on a un incident, comme tout à l'heure, donc une fluctuation sur le réseau Wi-Fi quand on passe un film, on pourrait décider qu'ici, il y a suffisamment d'intelligence individuelle et collective pour finalement gérer la crise. Donc on aurait pu vous dire, tous ensemble, on va y arriver, sauf que si les rôles ne sont pas prédéfinis, on va découvrir que certains des experts ne vont pas être mobilisés, vont se retrouver isolés. On va perdre énormément par friction parce que chacun d'entre vous ne sait pas à qui parler, etc. La bonne préparation, c'est de définir des cellules de crise, qui parle à l'intérieur de l'organisation, à l'extérieur, et puis évidemment de l'avoir rodé. Donc la première partie, c'est une organisation prédéfinie, un process prédéfini, comme l'a dit Cédric, pas trop dans le détail. Dans notre cas, donc, c'est un process en 5 étapes avec 2 balises horaires. Donc on a une première étape quand un incident de type cyber ou informatique survient, qui est une étape d'identification de la menace, ensuite de qualification par des cellules d'experts qui sont en place. Chacun sait ce qu'il a à faire, à quelle cellule il appartient, par quel protocole il va se réunir. Le but étant de construire une information dont la qualité au bout de 2 heures est suffisante pour que le directeur de crise, qui lui aussi connaît son rôle longtemps à l'avance, ainsi que la cellule qui l'entoure, ou les cellules dans certains cas, puisse prendre une décision et on lui donne 2 heures donc, pour prendre et communiquer cette décision. Et cette décision va enclencher la mise en œuvre d'un dispositif précis. Parce qu'on peut être dans un cas en cas d'incident cyber, on peut être dans un cas de discontinuité d'activité, qui pourrait par exemple dans notre cas empêcher la production de véhicules dans les usines. On peut aussi être dans des cas qui ne s'accompagnent pas de continuité d'activité. Donc clairement, soit on va s'appuyer sur un PCA, soit on va s'appuyer sur un autre type de dispositif. Voilà. Si les grandes lignes sont claires, partagées à l'avance, on arrive à le dérouler. Et puis le dernier point, donc une fois qu'on a le process et le cadencement, c'est évidemment de se préparer en permanence à tout type de crise, en déployant des formations à la crise de façon régulière pour ne pas s'endormir, de travailler en permanence à la disponibilité, au perfectionnement des outils qu'on peut utiliser, par exemple les salles de crise virtuelles, dont des salles de crise qui doivent pouvoir fonctionner quand l'accès au système d'information est réduit ou impossible, en mettant en œuvre un certain nombre de technologies qui de plus en plus s'imposent, de l'intelligence artificielle, voire du machine learning dans certains cas, en faisant des tests, comme l'a dit Cédric, avec le bon niveau de complexité par rapport à la maturité du dispositif, soit des tests locaux de plan de continuité ou de plan de reprise, soit des exercices de plus en plus complexes et réalistes pour bien immerger les acteurs de la continuité dans un environnement qui ressemble à ce qu'ils auront à expérimenter. Ça fait moins mal la deuxième fois. Voilà, je propose qu'on conclue donc le chapitre là-dessus et qu'on passe sur le jour J, donc le jour où la crise survient et où finalement on met à l'épreuve réelle notre plan. Le jour J, ça peut être l'instant T, donc l'instant T représenté par la balle de tennis qui frappe le tamis, voilà, et ce qui est sur l'écran arrive parfois. Là, on va partager des retours d'expérience, des leçons très concrètes. Alors, Vazrik, très concrètement, le jour J, il peut se passer quoi ? Oui, alors Gérard, effectivement, même si le film n'est pas parfaitement passé, on a quand même le principal protagoniste a dit quelque chose d'important, c'est experience is the best teacher. Eh bien là, on va vous présenter un cas client, une entreprise dans le domaine de la chimie confrontée à un incendie.
L'idée, c'est de mesurer. Donc c'était une entreprise d'une centaine de personnes confrontée à un incendie. Donc effectivement, il y a d'abord les primo-intervenants, mais surtout ce qui est intéressant, donc on a bâti un retour d'expérience suite à cet incendie pour voir un peu le nombre de personnes qu'il fallait adresser. Donc ça représentait plus de 200 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y avait des gens qu'on n'avait pas anticipés, comme par exemple des curieux qui passent. Des curieux et qui font, alors évidemment, ils ne peuvent pas se passer de leur smartphone et de faire des photos parce qu'un incendie, c'est toujours spectaculaire. Et donc, ils vont faire un cliché et les diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc là, vous allez vous retrouver à gérer une crise que vous n'aviez pas anticipée, c'est-à-dire des messages non contrôlés qui sont diffusés sur les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez être incriminé. Et puis le lendemain, on a eu également le cas d'un imposteur. Ça aussi, on ne s'y attendait pas. Quelqu'un qui se faisait passer pour un journaliste et qui voulait avoir des infos et faire des interviews. Mais en fait, il n'était pas du tout journaliste, il n'avait pas de carte de presse. Et voilà, donc c'est des choses qui sont... auxquelles il faut s'attendre, au-delà des curieux. Et alors, bien évidemment, vous retrouvez l'ensemble des intervenants sur ce type d'exercice. Alors, le jour J, comme tu me demandes, Gérard, alors avant d'arriver au jour J, effectivement, il vaut mieux avoir un budget dédié à la crise. C'est-à-dire des ressources mobilisables, des liquidités qu'on puisse tout de suite débloquer pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préserver les biens. Voilà, c'est absolument la priorité. Et puis, il faut aussi être un peu humble et modeste et ne pas penser qu'on peut surmonter seul ce type d'événement et ne pas hésiter à faire à des experts, type assureurs, experts, etc., pour vous épauler par rapport à cet événement dramatique. Le troisième point, c'est que si vous avez dans vos organisations ou vous-même vous êtes membre de cellules de crise, le jour qu'un événement majeur survient, pour ne pas rajouter de la crise à la crise, pour ne pas avoir géré une crise familiale et des incompréhensions, il faut que vos familles soient averties que vous êtes membre d'une cellule de crise et que vous pouvez être mobilisé à tout moment et qu'il y ait de la compréhension et que vous ayez quelque part vous-même, si vous avez, parce que vous avez des personnes dépendantes dont vous vous occupez, que vous ayez prévu ce plan de continuité à titre personnel également, pour que le jour où il faut se mobiliser pour l'organisation, pour votre organisation, vous soyez prêts. Enfin, évidemment, pour ceux qui prennent des traitements, évidemment, il est toujours mieux d'avoir son traitement, un petit peu de traitement d'avance, parce que lorsqu'on est mobilisé par rapport à un sinistre, ça demande, on travaille de très longues heures, les journées sont très longues, et il faut anticiper ce point-là également. Alors le jour J. Le jour J, lorsque ça arrive, un des bons signes avant-coureurs qu'on est confronté à une situation de crise, c'est le sentiment de colère. C'est-à-dire qu'on ressent de la colère. On a des expressions « mais c'est pas vrai, c'est pas possible ». Et ben ça, c'est généralement le fait que vous êtes confronté à une crise majeure. Le deuxième point aussi, c'est le phénomène de stress. C'est le sentiment d'avoir cette sensation d'être soumis à une forte pression sur le thorax, et d'avoir ce sentiment un peu qui peut conduire même jusqu'à la sidération. La sidération, c'est-à-dire cette capacité à ne plus pouvoir agir et à être lucide et rationnel dans sa démarche. Troisième point, la sensation d'avoir la gorge nouée. La gorge nouée, même le sentiment d'avoir envie de pleurer par rapport à une situation dramatique. Alors, évidemment, quand on a la gorge nouée, on a également un peu une perte d'appétit, même si on n'a pas mangé de toute la journée. Il se peut que lorsqu'on est confronté à ce type de situation, de ne pas manger de toute la journée, alors qu'il faut s'efforcer de continuer à s'alimenter. Un autre point aussi, lorsqu'on prépare des plans de continuité d'activité ou qu'on gère des risques, on se dit, mince, on peut avoir un sentiment de culpabilité en disant on ne s'est pas assez bien préparé ou on n'a pas fait ce qu'il fallait, et donc on va prendre sur ses propres épaules les conséquences de ce qui arrive. Et justement, l'une des règles, c'est laisser le sentiment, ce sentiment de culpabilité, de honte de côté, laisser l'ego de côté et essayer de traiter la situation de crise. Enfin, François, tu as parlé
de l'instinct animal, effectivement, mais ça a été étudié au début du XXe siècle par le psychologue Cannon qui a identifié le syndrome du fight or flight. Et l'idée, c'est de dire, parfois, on a des membres de la cellule de crise qui désertent leur poste soit parce qu'ils sont face à un phénomène de sidération, soit parce qu'ils décident d'aller gérer d'autres problématiques que celles de leur propre organisation. Enfin, je parlais de la suite. Évidemment, il faut se ménager des temps de repos, autant que faire se peut. Mais sachez que 48-72 heures après de tels événements, malgré la poussée d'adrénaline, il y a un sentiment de grande fatigue qui s'installe et il faut se ménager des temps de repos. Voilà, ça c'est essentiel. Merci Vazrik pour tous ces éléments qui sont très, très concrets, très parlants, qui sont précieux dans les différentes phases, donc dans la construction du plan de continuité d'activité, mais aussi dans la communication qu'on va faire, dans le partage, hein, tu l'as dit en tout début, c'est un des P, dans le partage qu'on va faire très largement du plan. Ce sont vraiment des éléments qui aident à passer de la théorie à la pratique. Alors en parlant de pratique, donc on va nous passer maintenant à la phase de conclusion, puisque je vois le drapeau à damier qui s'est rapproché. On va essayer d'adopter un autre protocole que celui qui est sur l'écran, mais c'est aussi une forme de continuité, pousser sa voiture jusqu'à la ligne d'arrivée dans un Grand Prix pour marquer quand même des points. Ce n'est pas la façon la plus simple, mais c'est permis. Nous, on va vous proposer de conclure en deux parties. Premièrement, donc, un survol rapide. Alors, j'ai vu personne dormir pendant le plan. En général, cette planche, elle sert pour ceux qui rendent des comptes à leur employeur à l'issue de la séance et qui ont dormi pendant l'essentiel. Ils peuvent s'appuyer là-dessus pour briller en société. Et puis ensuite, on passera aux règles d'or. Donc, très brièvement, le premier chapitre, donc, quelle continuité. On a vu donc un premier exemple, la continuité face aux crues, avec François, donc le cas très concret de la SNCF. Manipuler les concepts donc, de SMCA, de BIA, de PCA. On a vu comment tout ça, finalement, ça s'orchestrait de manière très intégrée dans l'entreprise en s'appuyant sur la norme ISO 22301. Voilà, donc le bagage théorique, on l'a vu dans la première partie. La deuxième nous a permis de voir comment concrètement on se préparait en mettant en place une organisation, en préparant les femmes et les hommes de l'organisation par de la communication et par de l'exercice, avec quelques exemples. Et puis la mise en œuvre, là, la réalité de la crise, donc les interlocuteurs, les leçons qu'on en tire et la façon dont ça permet de mettre de la chair et de rendre plus appropriable pour l'ensemble des parties prenantes les plans qu'on va construire. Les règles d'or. Alors la première règle d'or, je l'avais évoqué, c'était mon mot-clé d'entrée, impliquer l'exécutif au plus haut niveau de l'entreprise parce que ça va nécessiter des ressources, etc., de l'anticipation, sans forcément être assorti de résultats à court terme, mais ça permet la performance de l'entreprise sur le long terme. Deuxième règle d'or, Vazrik ? Périmètre, vous l'avez compris, je crois. Cédric ? Alors, PCA qui ne gère pas les causes du risque, mais les conséquences. Encore une fois, l'activité n'est pas disponible. Et c'est cet aspect-là qu'on essaie de gérer pour maintenir une activité à un niveau acceptable. Quatrième aussi ? Le BIA, je pense que vous l'avez compris. Essayer de développer, surtout dans des structures assez complexes, essayer de développer un PCA sans avoir cherché à établir les priorités en termes d'efforts de continuité, c'est très complexe. Parfois, ça aboutit également sur des PCA qui ne sont pas vraiment utiles en situation de crise. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, c'est passer du temps à faire un BIA parce que vous allez en gagner énormément lorsque vous allez écrire vos PCA. La cinquième, donc pour prioriser les actions, il faut définir des objectifs clairs, mais ces objectifs clairs eux-mêmes n'ont de sens que s'il y a une stratégie tout aussi clairement définie. Pour ma part, partager, comme je l'ai déjà dit, partager avec le plus grand nombre pour que ces plans soient connus de tous et qu'ils soient opérationnels le jour J. Voilà, la septième, bon, c'est mon dada également, c'est voilà, tout ce qui est préparation, se préparer en permanence et pouvoir se tester régulièrement. Voilà, merci à vous. Donc, les 7 règles ont été énoncées. On vous propose de passer aux questions, un échange avec vous.
Voilà, il y a un micro qui peut circuler parmi vous. Allez, la première question, c'est la plus difficile. Oui. La dame avec les lunettes. Je voudrais juste apporter un petit témoignage. Notre responsable sécurité incendie du site a voulu faire un exercice pour voir comment les personnels réagiraient. Et on s'est trouvé avec une personne de Sotel qui est venue avec une boîte à fumer pour voir si les personnes appuieraient bien sur les boutons d'alarme. Et en fait, c'est pas ça du tout qui s'est passé. Les gens ont appelé le responsable de la sécurité du site et la personne de Sotel a failli se retrouver très mal en point physiquement parce qu'ils ont pensé une attaque terroriste. D'accord, merci beaucoup. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Ça montre toute la pertinence de la préparation pour éviter qu'on s'identifie mal. C'est François qui l'a dit tout à l'heure. Mauvaise identification de ce qui se passe, si on ne prend pas le temps, peut conduire, faute d'avoir un plan, un minimum partagé, peut conduire à prendre une mauvaise orientation. Donc à identifier à la place du technicien de cette magnifique entreprise qui est de Sotel, spécialiste de l'incendie, identifier un terroriste, qui est la pire des choses. Merci. Toufaoui. Ouais, c'est bon. Donc, Toufaoui, OCPSA du Maroc, c'est une industrie de phosphate et dérivés. Donc, j'ai une question à propos de la troisième règle. Un PCA ne gère pas des causes, mais des conséquences. Donc, dans les plans PCA, donc, nous avons des mesures préventives, un plan donc, préventif. Et le plan préventif, il agit sur les causes. Et bien sûr, nous avons d'autres plans, tels que le plan de gestion de crise et le plan de retour à la normale. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier ce point? Puisque pour moi, agir aussi sur les causes fait partie des plans PCA. Puisque quand on parle plan PCA, ce n'est pas juste le plan de retour à la normale, mais c'est un ensemble de plans. Je vais simplement répéter la question. C'est en fait, on a parlé des PCA qui ne gèrent pas les causes mais les conséquences. Mais bien entendu, les causes doivent être gérées avec, par exemple, alors soit on peut faire du préventif, tout ce qui touche en fait à la prévention des risques. On peut, par exemple, sur les problèmes d'incendie, et FM Global est un acteur assez prépondérant dans cette gestion des risques, c'est de mettre des protections de type sprinkler pour éviter les incendies. On peut également, dans tout ce qui touche les problèmes d'inondation, c'est avoir des plans justement pour gérer l'inondation, ce qu'on appelle en anglais les FERP. Donc voilà, donc on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas gérer les causes, mais les causes vont très souvent être gérées en effet par du préventif ou alors par ce qu'on appelle des plans d'urgence. Donc on va avoir des plans incendie, des plans inondation, des plans tremblement de terre qui permettront avant tout de stabiliser la situation le plus rapidement possible, d'évaluer également la sévérité du risque, la sévérité de la situation, et à ce moment-là, savoir si oui ou non il faut invoquer le plan de continuité d'activité. Mais tout à fait, les causes doivent être gérées. Mais l'objectif du PCA, c'est de se dire, bon voilà, ça y est, on est dans une situation où on est en interruption des activités. Comment on fait pour maintenir en fait une activité à un niveau acceptable? Voilà, Cédric, je vais juste compléter. Donc, alors, ce n'est pas le cas de l'Office chérifien des phosphates, mais c'est le cas d'un certain nombre de sites du groupe Renault qui sont implantés en zone sismique. Et on fait bien la différence entre le plan de maîtrise du risque et le plan de continuité d'activité. La maîtrise du risque, on va chercher à protéger donc, les personnels, on va chercher à protéger les actifs, et puis à la fin la continuité. Donc le plan de maîtrise, on va renforcer les bâtiments, on va ancrer les machines, on va fournir au personnel un certain nombre d'équipements qui leur permettent d'avoir l'impact le plus faible. Ça, c'est le plan de maîtrise du risque. Le plan de continuité, il dit au-delà d'un certain degré, d'un certain impact sismique, on va basculer la production
d'un certain nombre de composants. Donc on va délester la fabrication vers un autre site qui, lui, ne serait pas atteint pour assurer la continuité de livraison de véhicules à nos distributeurs commerciaux dans le monde entier. Voilà, c'est la différence entre le plan de maîtrise du risque, donc qui va s'intéresser à la cause, et le plan de continuité qui, lui, va s'intéresser à la conséquence, qui est une interruption de production plus ou moins longue. Une autre question au fond de la salle. Oui, merci. D'abord, merci pour cet atelier très, très intéressant. Il y a juste un point qui n'a pas été beaucoup développé, à mon sens, c'est l'impact des médias sociaux en cas de crise. Et justement, quand il faut se préparer, comment on se prépare dans ce domaine pour affronter les médias sociaux. Et ça peut être très, très rapide maintenant avec Internet. Oui, alors, effectivement, on se rend compte, même quand on fait des exercices ou même dans la vraie vie, que le cours part plus vite que ce qu'on peut, ce qu'on a prévu. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des messages préétablis, ne pas découvrir les réseaux sociaux le jour où la crise survient, se familiariser avec les comptes Twitter pour pouvoir gérer et suivre les mots-clés. Donc effectivement, ça fait partie de la préparation, de l'entraînement et de ne pas découvrir ces outils et ces médias au dernier moment, comme ça arrive parfois. Et l'incident du film qui est arrivé tout à l'heure, donc pendant la projection, est déjà sur Twitter. Je viens de regarder à l'instant. Oui, une question au deuxième rang. Après, on s'arrête. C'est la dernière question, sauf si quelqu'un se roule par terre pour en poser une de plus. Pour assurer la continuité, on est prêt à faire ça. Merci pour cet atelier. On a vu tout à l'heure qu'il était important, voire primordial, d'impliquer le COMEX dès le départ pour qu'il s'approprie le plan. Parmi les ressources impactées, on l'a vu hier au moment des plénières et on le voit dans l'actualité aujourd'hui, une ressource importante dans la ressource humaine, c'est la disparition du dirigeant. Comment intégrer le dirigeant à s'approprier un PCA pour sa propre disparition? Alors, c'est assez intéressant. C'est un sujet de continuité de gouvernance. Donc, c'est un sujet auquel le groupe Renault a pu être confronté, ainsi que d'autres entreprises dans des circonstances qui peuvent être assez différentes. Et finalement, je pense que pédagogiquement, c'est intéressant parce que là, on est bien sur le sujet de la conséquence, qui est l'empêchement ou l'indisponibilité d'une personne qu'on appelle une personne clé, si tant est qu'il y a des personnes dans les organisations qui ne soient pas clés. Finalement, la cause, ce n'est pas le sujet. Que quelqu'un soit empêché parce qu'il est en détention dans un pays tiers, qu'il ait été bloqué dans un ascenseur. Je cite des cas réels qui sont arrivés à la direction générale du groupe Renault, qu'il soit victime d'une extinction de voix avant une réunion de décision majeure, avec l'obligation de s'exprimer en écrivant sur un papier, en montrant au reste de la salle. Voilà, donc le sujet, c'est la conséquence, c'est que la personne n'est plus dans la disposition qui lui permet de faire l'œuvre qui lui a été confiée, donc de tenir son rôle et sa responsabilité. Et donc là aussi, plan de continuité en général, je parle d'expérience, un dirigeant comprend tout à fait ce genre de choses et comprend aussi que l'entreprise, alors dans certaines petites entreprises c'est peut-être plus difficile, mais que l'entreprise ne peut pas dépendre que d'une personne et qu'elle doit continuer à fonctionner quoi qu'il arrive. Donc là aussi, plan de continuité. Exemple, quelqu'un d'autre connaît les ressorts de la décision à prendre ou sait de combien on peut reporter une décision pour le cas où le président de la séance serait coincé dans un ascenseur sans possibilité de communiquer par smartphone. Voilà, donc ce sont des choses qu'on fait. Concrètement, ce sont des choses qu'on prépare. Intervention dans une conférence de presse. Je vous cite juste un cas que vous pouvez aller voir sur Google. Harald Krüger, qui est le patron de BMW, en 2017, a été victime d'un malaise au moment d'annoncer le plan stratégique de BMW, donc au salon de Francfort. Il s'est effondré avant d'avoir pu commencer à parler, à présenter le plan stratégique. BMW n'avait pas prévu de plan B. Le plan stratégique, qui engageait plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement, n'a jamais été présenté.
les journalistes ont fini par partir sur une musique bavaroise un peu bizarre qui a été en fait la seule réaction de crise à la situation. Donc depuis, BMW a pris des dispositions et un certain nombre d'autres grandes entreprises aussi. Il y a un minimum à assurer. On est bien dans le sujet de la continuité. Une dernière question peut-être? Oui, toute dernière question, après on arrête. Non? Allez, une question courte. Et la réponse sera courte. Merci beaucoup. Je souhaiterais savoir quels sont vos feedbacks par rapport aux nouveaux types d'organisation, notamment du travail à distance, du flex office. Comment aujourd'hui on pense la continuité d'activité et quid également des sites de repli historiques qu'on a l'habitude d'utiliser. Comment en fait les apprécier aujourd'hui au regard des nouvelles manières de travailler? On va faire une réponse courte. On va faire une réponse courte. Je pense qu'en effet, le fait qu'on puisse faire beaucoup plus de... Enfin, en tout cas, les pratiques de home office soient beaucoup plus acceptées, pour moi, améliore en fait la résilience de l'entreprise. On sait. Alors après, le conseil qu'on donne toujours à nos clients par rapport à ça, c'est qu'il faut avoir les capacités à le faire. Hein, c'est-à-dire qu'on fait souvent justement du testing pour voir si... les employés peuvent travailler de chez eux. Il faut être sûr que les systèmes informatiques derrière puissent gérer tout ça. Mais moi, je pense en effet que ça améliore la résilience de l'entreprise. Alors, ça va poser d'autres challenges sur d'autres aspects de la vie corporative, mais oui, en effet, je pense que ça va dans la bonne direction. Sur les sites de repli, alors ça, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que ça peut très très bien fonctionner, mais que des fois c'est très compliqué parce que contractuellement, souvent ces sites de repli, alors ce qu'on va appeler en anglais les cold sites ou les hot sites, donc c'est-à-dire des sites où en fait on a déjà un minimum de capacité pour pouvoir s'y replier. Il faut vraiment être sûr que contractuellement, tout soit carré. Parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où si on a un risque, par exemple, régional à gérer, ces sites n'auront pas forcément la capacité pour gérer l'ensemble des clients qu'ils vont avoir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une notion contractuelle qu'il faut essayer de sécuriser au maximum. Merci Cédric. Et puis, donc, merci à tous pour votre écoute. Je pense que vous vous associerez facilement à moi donc, pour remercier Vazrik Minassian, Cédric Lenoir et François Michaud donc pour leur contribution.